position pour moi et pour tout le monde. Nous sommes toujours ici, messieurs, mesdames, mesdemoiselles, les internautes, messieurs qui nous font le plaisir d'être avec nous en présentiel, dans le cadre de cette 9e édition. Pour ceux qui nous rejoignent, marhaba bikoum ma'ana, nous allons aborder le deuxième panel. Et ce panel verra la participation de Younes Mohamed Lahlou, qui est le président d'honneur de la fédération et président du pôle des fournisseurs de la plasturgie. Un plaisir de vous revoir, Assil Lahlou. Nous avons également avec nous, en direct de Milan, M. Mario Maggiani, d'accord, avec qui nous allons lier tout à l'heure un petit peu. Et j'ai avec moi également, c'est Yassine Bellemliah, d'accord, qui est le vice-président de la Fédération marocaine de la plasturgie, vice-président du pôle des fabricants des produits plastiques, et non moins, le directeur général de Plastisma, Marhaba Si Yassine Bellemliah Maana. Merci beaucoup. Très, très heureux. On va les applaudir, même si on n'est pas nombreux. On va créer de l'ambiance, de la convivialité et de la cordialité en live, ici, véritablement. Et c'est une prouesse qu'a fait la Fédération marocaine de plasturgie, de réunir en ces temps difficiles, complexes, et tout ce qu'on veut, et tout ce qu'on a entendu depuis le mois de mars. Messieurs, marhaba bikoum. Encore une fois, d'accord, vous êtes chez vous, c'est moi qui m'invite chez vous, d'accord, et c'est un réel plaisir. Et nous allons traiter une question que vous avez abordée, Monsieur le Président, celle de la hausse des prix, d'accord. Cette hausse des prix des matières premières plastiques, eh bien, comment vous l'expliquez? Quelles en sont véritablement, Monsieur le Président, les raisons? Et quelle est automatiquement, une question qui vient de fait, quel est l'impact sur l'industrie de transformation des matières plastiques au Maroc? Comment nous allons vivre cela par rapport à cette hausse des prix? Après, j'interviendrai auprès de Sil Lahlou. En plus, après, on ira faire un petit vol à Milan. Et pour finir en beauté avec Sibel Mleh. Merci beaucoup. Monsieur le Président. Alors, comme vous le savez, ce qui régit les marchés toujours, c'est l'offre et la demande. Malheureusement, l'offre était relativement faible du fait de la pandémie où les usines ont réduit un petit peu leur voilure et en productivité. À cela, il faut ajouter les problèmes de fret qui ont énormément impacté la hausse des prix. Et puis, bien entendu, pour une grosse part, il y a eu de l'opportunisme des producteurs en pétrochimie, qui avait une perte sur les hydrocarbures du fait du Covid, où tous les avions étaient cloués au sol, où tous les gens étaient restés chez eux en distanciel. Donc des pertes sur les hydrocarbures. Donc ils se sont dit, pourquoi ne pas essayer un petit peu de récupérer sur les matières plastiques. Mais je pense que c'est ce troisième volet qui explique très sérieusement la hausse des prix. C'est plus l'opportunisme qui a fait que les matières premières. Alors, comment ça a impacté notre industrie? Comment vous avez réagi? Est-ce que c'était un opportunisme qui a été imposé, où vous n'avez plus rien à dire, où vous devez, entre guillemets, excusez-moi de l'expression, jouer le jeu? Comme je vous l'ai expliqué, c'est une question d'offre et de demande. Nous, bien entendu, en tant qu'opérateur économique, on demande à plusieurs acteurs dans ce domaine de nous donner des offres. Et on était un petit peu surpris de voir qu'ils étaient tous alignés comme des comètes et que tous étaient à la hausse. Alors, nous, avec notre expérience, on s'est dit que cette hausse, elle est ponctuelle, puisqu'elle a commencé réellement, à partir du mois d'août 2020. On s'est dit, bon, août, septembre un petit peu, et puis ça s'est accentué en octobre, et puis ça s'est confirmé en novembre, et puis on s'est tous dit en décembre, c'est la fin de l'année, il va y avoir du déstockage, ça va au contraire collapser, ça n'a pas collapsé, ça a augmenté, et en janvier encore une petite couche, en février une couche, et puis jusqu'au mois de mai, et là on voit qu'effectivement que les choses sont un petit peu en train de s'infléchir. Et comment ça va impacter? Écoutez, malheureusement, vous avez l'habitude de produire un produit à 1 unité, il vous revient à 2 unités. Donc ça a été très, très, très difficile, voire impossible pour les transformateurs de pouvoir faire passer la hausse des matières plastiques. Donc les gens qui sont relativement dans les produits où il y a une grosse valeur ajoutée, ils ont pu un petit peu absorber cette hausse des prix. Mais je pense que l'essentiel du secteur, malheureusement, n'a pas pu impacter
l'entièreté de l'appréciation de la matière première, et que malheureusement, ils ont absorbé en interne ces hausses-là. Et donc, c'est votre marge qui a diminué, c'est une marge qui a disparu, pas diminué. Je pense qu'elle a disparu pour certains. Elle a disparu complètement. Elle a disparu. Donc, bon, avec les matières qui sont en train de s'infléchir, je pense qu'il va y avoir... On peut gagner quelque part un petit peu? Gagner, non, mais je pense être à l'équilibre serait déjà une prouesse. Merci pour cette précision, Monsieur le Président. Et j'interpelle le président d'honneur, Siouns Mohamed Lahlo, qui est président du pôle des fournisseurs de la plasturgie et non moins industriel, transformateur et fournisseur de matières premières et de machines. Lahlo, les fournisseurs de la plasturgie au Maroc, quel impact de la pandémie sur leur activité aujourd'hui? Écoutez, en ce qui concerne les fournisseurs, justement, bien sûr, ils ont été automatiquement impactés suite à ce qu'il a dit Monsieur le Président, vu que les volumes qui pouvaient être mis à disposition du marché étaient très réduits. Et donc, par conséquent, les fournisseurs avaient beaucoup de mal à pouvoir servir, je dirais, dans des proportions normales, les entreprises clientes qu'ils avaient sur le marché marocain. Néanmoins, quand les prix augmentent des matières premières, la demande aussi, elle baisse, ce qui est tout à fait normal, parce que sachez que le marché marocain est un marché à 80% de commodité, et donc par conséquent avec des produits qui doivent être avec des prix super compétitifs. Et en fait, les industriels marocains se sont retrouvés un peu coincés entre une disponibilité dans le marché de produits finis et en même temps d'une obligation de continuer à faire tourner les usines avec des prix de matières premières très hautes. Aujourd'hui, heureusement, on est en train de revenir plus ou moins à une situation, je dirais, normale, qui ne l'est pas encore complètement. Ça prendra quelques mois sans doute avant que ça soit le cas. Mais nous sommes en train de revenir vers cette situation normale. Néanmoins, il y a peut-être un avantage de cette situation. Ça a permis à nos industriels qui avaient des stocks de pouvoir vendre leurs stocks. On a beaucoup entendu à beaucoup d'industriels qu'ils ont pu écouler des marchandises qu'ils avaient en stock suite à la forte demande qu'il y avait et au manque de produits finis qu'il y avait sur la place. Donc la réaction a été quand même assez positive par rapport à ces hausses de prix aujourd'hui. La réaction a été, je dirais, correctement positive. Mais beaucoup d'industries ont beaucoup souffert par rapport à cette situation, c'est clair. Et l'avenir, comment vous le voyez, Lahlo? Alors l'avenir, moi je le vois sincèrement. En même temps, ce qui est paradoxal, c'est qu'en termes d'investissement, les entreprises marocaines se sont développées en termes d'investissement. C'est-à-dire que l'opérateur marocain aujourd'hui, il a une conscience qu'il y a des possibilités de développement sur son propre marché. Et ça, c'est quelque chose que nous ressentons au niveau de l'investissement en machines. Les opérateurs sont en train de voir au-delà de toucher le marché d'une manière qui est différente. C'est-à-dire que l'outil aujourd'hui de production, on s'aperçoit que les entreprises sont en train de faire des investissements intéressants. Et non seulement des investissements pour travailler des commodités, mais je parle même de spécialités. C'est-à-dire que aujourd'hui, nous sommes en train de regarder et de toucher une maturité de l'investisseur plasturgiste marocain, ce qui est très bien pour le marché. Très bien pour le marché. Ce que nous préconisons en tant que fournisseurs, c'est peut-être d'aller un peu se développer à l'international. Et ça nous donnera une possibilité énorme de développement du secteur de la plasturgie. Quand vous dites se développer à l'international, vous insinuez quoi exactement? C'est une ouverture vers d'autres marchés? Alors, ce que je préconise, c'est que nous avons un très grand avantage dans notre secteur. Nous sommes un secteur qui peut investir petit dans plusieurs endroits. D'accord. Et c'est un secteur de proximité. Et moi, j'interpelle justement le
le pouvoir public pour dire que nous devons encourager la localisation régionale de l'industrie plasturgie. Pourquoi? Parce que, comme vous le savez, il y a beaucoup de plastique qui considèrent beaucoup de volume. Faire une caisse à Casablanca et l'envoyer à Bni Mellal, demain, ça serait intéressant d'avoir une usine à Bni Mellal, si le potentiel de Bni Mellal en termes de caisse est intéressant. Faire de l'irrigation à Agadir, exporter du tube diamètre 600 de Casablanca à Agadir, ça serait beaucoup plus... Bon, il y a des usines à Agadir, hein, mais il se peut qu'il y en aura beaucoup plus. Le développement de nos provinces du sud, l'Ayoun, Dakhla. Aujourd'hui, je sais qu'il y a des entreprises de la plasturgie qui sont en train d'investir à Dakhla. Donc c'est un nouveau business model, un nouveau mindset qui est complètement... Exactement. Et nous, au niveau de la fédération, et avec l'OFPPT, on développe aussi la formation régionale. D'accord. C'est-à-dire que vous allez avoir des écoles à partir de l'année prochaine qui vont former des opérateurs dans les régions. L'idée, c'est de maintenir les jeunes dans leur région et non seulement de les maintenir, mais de les développer à devenir des entrepreneurs. Ça, c'est un des grands avantages de la plasturgie dans le monde. C'est qu'on peut démarrer avec des petits moyens des projets qu'on peut développer, bien sûr, par la suite. C'est un plan à court terme que vous voyez? C'est un plan à moyen terme et à long terme, bien sûr. D'accord. Alors, le fait de partir... Ça demande beaucoup d'investissement? Ben non, justement, ça ne demande pas beaucoup d'investissement. Vous savez, une extrudeuse, pour faire un tube, aujourd'hui, on peut l'installer à 200, 300 000 dirhams. Et donc, on peut déjà démarrer à faire quelque chose. La régionalisation, j'y crois beaucoup. Bien sûr, on a besoin de gros opérateurs pour faire de la régionalisation, qui peuvent, eux, tirer vers le haut les petits dans ces régions-là. Mais moi, j'y crois beaucoup. Super. J'y crois beaucoup. Juste une petite parenthèse, je sais que ce n'est pas à l'ordre du jour. Comment vous réagissez à la préférence nationale, vous, en tant qu'opérateur? Voilà, parce que je vous ai vu un petit peu observer pendant les différentes interventions, d'accord? Et vos échanges avec Sibel Mleh, sans vouloir être indiscret, d'accord? Mais je voudrais un petit peu avoir votre avis aujourd'hui. On en profite parce qu'on est en live, un petit peu sur la préférence nationale de ce qui se fait actuellement, de ce qui va se faire avec les nouveaux textes. Tu es en train de faire ton boulot et tu vois aussi la salle, qu'est-ce qui se passe? C'est mon boulot de faire la salle et de faire un petit peu de tout. Voilà. Écoutez, moi, mon point de vue sur la préférence nationale, elle est obligatoire. Bien sûr, comme ce qu'il a dit Monsieur le ministre, avec une qualité. Tout à fait. D'accord. Et un prix compétitif. Voilà, c'est le terme que je voulais reprendre. Alors, justement, le prix compétitif, il n'y a aucune raison pour que les opérateurs marocains n'aient pas un prix compétitif. Je ne peux pas admettre, personnellement, et Dieu sait que j'ai 35 ans de métier de plasturgie, qu'on peut fabriquer un tube en Espagne qui va coûter moins cher que le fabriquer au Maroc. On peut peut-être parler de l'énergie, mais c'est un intrant qui représente quoi? D'accord? Il est important, mais il est pas tôt. Alors qu'on va transporter un tube, on va le ramener de l'Espagne jusqu'au Maroc, on va affréter des conteneurs, on va affréter des bateaux. C'est impossible. Alors, et la préférence nationale, moi je dirais une chose encore plus importante, c'est que c'est une obligation, comme il l'a expliqué Monsieur le ministre, surtout que c'est l'argent du contribuable. Comment une entité nationale ou de l'État peut donner de la préférence à un produit importé? Je pense qu'aujourd'hui, si nous, dans le secteur de la plasturgie, on est capable de donner des produits qui répondent à toutes les normes internationales, je pense que cette préférence nationale, elle est de droit pour notre secteur. Merci pour ces précisions, Silhlo. Je vous ai interpellé parce que je connais votre expertise. Je vais aller chez Yassine Belmleh pour ne pas faire de creux, d'accord, par rapport à notre direct. Vous êtes donc, comme je l'ai dit, vice-président de la Fédération marocaine de la plasturgie. Vous êtes le vice-président du pôle des fabricants des produits plastiques pour le BTP et directeur général de Plastisma, groupe SCAT. À peu près la même intonation par rapport aux questions relance, marché public et hausse des prix. Comment vous voyez tout ça, Yassine Belmleh, en tant qu'acteur principal, un des acteurs principaux dans ce secteur? C'est Belmleh, merci, Sisté.
Alors effectivement, depuis l'avènement du Covid, le marché, on va dire, de la plasturgie a subi de plein fouet on dirait un choc énorme, parlant de la matière première, de la consommation, de la transformation. C'est vrai qu'à un moment donné, juste après donc, le Covid, en revenant sur le mois d'avril, mai 2020, donc c'était la première phase du choc, du silence. Ensuite, le secteur cherchait une nouvelle relance. Alors, pour parler, donc, il y a eu une très forte flambée des matières premières qui a impacté considérablement le secteur, puisqu'on a vu pratiquement doubler des matières en termes de prix et surtout de rareté, puisque même que vous payez le prix fort, vous n'avez pas toujours la sécurité de trouver la matière suffisante pour vos besoins. Donc le marché s'est transformé en un marché de spéculation, de rareté de matière. Donc cette première étape a été donc très difficile à digérer. Cette phase étant impactante sur le produit fini, le marché devait se restructurer. Et donc c'est toujours en période de crise qu'on retrouve un deuxième souffle, donc une énergie qui permet de nous réadapter. C'est vrai que ça a fait des dégâts. Il y a des entreprises qui ont malheureusement fermé, d'autres qui ont pris le dessus. Il y a eu beaucoup de recherche et d'innovation. Le secteur donc, qui s'est adapté, puisqu'on devait donc s'adapter à un marché qui s'était ralenti et une matière première qui n'était pas disponible. C'est de vecteurs de crise. Le marché aujourd'hui a évolué. Comment il a évolué? Il y a eu, malgré tout, de l'investissement, il y a eu de l'innovation, il y a eu de la recherche de nouveaux produits plus évolués. Comme l'a dit Monsieur le Président d'honneur, M. Hello, le marché, donc on a cherché des produits dans le marché du médical, de l'automobile, de l'emballage. On sait que la plasturgie dans tous les secteurs. Cette recherche a permis quoi? De trouver des produits plus efficients, des matières premières plus évolutives et aussi des solutions plus adaptées au marché. Et donc, effectivement, le marché a rebondi. Toujours est-il qu'il y a encore un travail de fond à faire. C'est quoi? C'est comment développer la petite et moyenne entreprise au Maroc, justement pour développer le marché, sachant que nous avons un retard important sur la consommation du kilo plastique par habitant au Maroc. Je vous donne un chiffre peut-être symbolique. Le Maroc transforme pratiquement 700 000 tonnes de matières premières plastiques. La Turquie en transforme plus de 9 millions. Donc vous voyez un petit peu le gap qui existe et le potentiel du marché. Cet écart peut être analysé comment? Alors, qu'est-ce qu'ils ont de... Bon, je sais que les Turcs sont là, mais... sont très agressifs. Oui. Oui. Alors, la Turquie, bon, ils ont une industrie très évoluée. Ils ont un environnement industriel pour chaque secteur, puisque, comme on a dit, le plastique est présent dans beaucoup de secteurs. Si vous prenez l'agriculture, ils ont un pôle agriculture très développé, donc ils fabriquent dans un cadre tous les produits, avec toute la sous-traitance qu'il faut. Vous partez dans l'automobile, la même chose. Vous partez dans les articles techniques, la même chose. Donc ils ont un environnement qui facilite l'exportation des produits. Je pense qu'aujourd'hui, la Turquie, avec la subvention de l'État turc, ont pénétré beaucoup de marchés. Et même font de la concurrence à des pays comme la Chine, du fait de la distance qui les oppose par rapport à certains marchés, comme le marché européen et le marché africain, et aussi sur leur diversité de produits. Ils sont très agressifs au niveau des prix, puisqu'ils transforment des volumes très importants, donc ils ont une politique d'achat très agressive, et ils ont aussi un développement de l'export très important. Donc ça suppose qu'ils sont plus compétitifs que nous. Ils sont plus compétitifs, mais oui, ils le sont du fait de la taille. Taille. Plus on devient important, plus on transforme plus de kilos, fatalement, on devient plus agressif. Mais ils bénéficient aussi de certains accords, puisque vous l'avez bien dit, il n'y a pas de langue de bois ici, donc il faut qu'on appelle les choses par leur nom. On a un accord de libre-échange avec la Turquie. Le chapitre de la plasturgie n'a pas été pris en compte dans entre guillemets, le protectionnisme que nous avons lancé sur le textile et sur d'autres secteurs. Et donc, on va dire, c'est peut-être de bonne guerre.
Mais le problème qui se pose aujourd'hui, c'est que dans les accords de libre-échange, le pays exportateur doit garantir un minimum de 40% de valeur ajoutée sur le produit avant de l'exporter et de bénéficier des accords de libre-échange. Ça n'est pas le cas pour tous les produits en Turquie. Donc il faut qu'on revienne peut-être, je ne dis pas au protectionnisme, mais à une équité des accords que le Maroc a signés avec beaucoup de partenaires dans des accords de libre-échange, et pour que les règles soient équitables pour les deux parties. Donc il est important, puisque Monsieur le Président de la Fédération l'a bien dit, les cours des matières sont connus mondialement. Donc aujourd'hui, quand on parle d'un plastique qui est à $1 800, $2 000, 1 500 €, c'est vrai que le prix a doublé, mais donc forcément, le produit fini doit évoluer de la même manière. Donc on ne peut pas concevoir qu'un pays qui achète de la matière à $1 800 puisse vendre son produit fini à $2 000. Donc c'est un petit peu revoir tous les préceptes de cet accord de libre-échange avec... Exactement. On l'appliquer tout simplement. S'il y a 40% de valeur ajoutée, il en bénéficie. S'il n'y a pas 40% de valeur ajoutée, il doit passer à la caisse en payant les droits de douane, tout simplement. Pas plus. Bien, merci pour cette précision. Je ne vais pas vous titiller sur la préférence nationale parce que je pense que vous êtes d'accord avec la LEAC. Oui, je suis parfaitement d'accord. Alors, je voudrais rajouter un élément important, c'est que dans la préférence nationale, alors je suis dans le secteur peut-être du BTP, et donc il y a une préférence, on encourage bien sûr l'industrie nationale, mais souvent dans les marchés publics, ce sont des marchés d'entreprises, qui sont des contractants, des entreprises de pose, d'installation, de construction, qui, eux, vont acheter les produits dont on parle. Et forcément, peut-être que les entreprises d'installation ont la préférence nationale, ou parfois, pas toujours, mais les produits qui sont des intrants, donc en parlant des tuyaux, en parlant du plastique, en parlant du ciment, de l'acier, de tous les produits qui rentrent dans les marchés publics, on n'est pas sûr que nous avons la préférence nationale, puisque les entreprises d'installation sont libres d'importer librement tous les produits qu'elles veulent. Donc il faudrait que l'État aussi participe dans le lancement donc, des appels d'offres, à s'assurer que les produits qui sont utilisés sont fabriqués localement. J'ouvre une petite parenthèse. Bien sûr, bien sûr. J'ai participé personnellement à un projet que le ministère de l'Industrie avait lancé l'année dernière dans un délai très court, qui est le projet de 1 million de cartables. Et je peux vous dire que le Maroc peut être très fier. En 2 mois, nous avons pu produire, transformer et livrer 1 million de cartables avec un produit 100% marocain, alors qu'il était entièrement importé de Chine. Et donc, quand on veut réagir, donc ça, je remercie beaucoup le ministère de l'Industrie qui a été très innovant et très impactant dans ces démarches, de reproduire ce type d'initiative dans beaucoup d'autres produits et beaucoup d'autres marchés qui sont très porteurs pour le Maroc. Vous avez parlé, Yassine Belmleh, de choc impactant et que vous avez pris les devants, vous vous êtes réinventé, vous avez innové, vous avez investi. Quels sont les éléments sur lesquels vous allez vous baser pour préparer le court et moyen terme, disons 20-25, surtout dans un secteur qui apparemment a été très touché, qui est le BTP? Alors, le BTP aujourd'hui a besoin de compétitivité. D'accord. Pour le relancer, nous avons eu une période très faste de croissance très importante. Vous l'avez tous vu sur le développement du logement économique, de beaucoup de constructions, de beaucoup de BTP et de marchés qui ont relancé un petit peu le marché marocain. Et aujourd'hui, c'est vrai qu'on est en perte de souffle. Il y a de l'abondance un petit peu du logement, il y a de la disponibilité, mais le BTP, ce n'est pas que le logement. C'est la construction des usines, c'est la construction d'un environnement de rénovation, c'est le développement des secteurs aussi tertiaires pour le service. Donc c'est vrai que le logement était important, mais aujourd'hui, quand vous lancez le lancement d'une zone industrielle, vous avez besoin de construire, de charpentes, de tuyaux, de plastique, d'un ensemble de choses qui sont un complément du BTP. Donc je pense que le Maroc, dans le cadre de la transformation, parlant de la plasturgie aujourd'hui, et du fait du retard qu'il opère, a quand même un potentiel de croissance très important. Sans oublier que ce développement va apporter aussi
la création d'emplois directs. Et donc, c'est vraiment ce que j'appelle, moi, personnellement, l'économie réelle, c'est-à-dire créer des emplois qui sont durables. L'industrie, pour moi, est la création d'emplois durables. Et le potentiel du Maroc, puisque le Maroc a une qualité majeure, qui est en fait une agilité. Donc, je pense que c'est ancré dans l'ADN des Marocains. On sait s'adapter, on sait se refaire, on sait se développer. Et ça, c'est important. Il faut que mettre le cadre. Merci pour tous ces éclaircissements. Merci à vous. On fera tout à l'heure, après, on reprend nos valises pour repartir à Milan avec monsieur Mario Maggiani, qui est le directeur général d'Amaplast. En live, il est parti? Il est parti. Très bien. Dommage, parce qu'on voulait tous partir à Milan. Mais c'est à charge de revanche, Inch'Allah. Il y a qu'à le prochain congrès, la 10e édition, a peut-être des choses à rajouter, peut-être. Moi, je préférais la Dakhla, mais bon, ça c'est le développement. Vous avez bien vu, M. Mraoui, qui avait dit qu'il y avait 3 points de concentration, il y avait 70% des exportations qui étaient sud-nord et que 30% étaient, au mieux, étaient sud-sud, voire sud-est ou sud-ouest. Je voudrais rebondir sur ce qu'a dit Yassine. Il faut savoir que nous n'avons rien à envier aux industriels étrangers, puisque vous savez que Plastima a été l'adjudicataire du pipe et a fourni le tube plastique entre Khouribga et El Jarf. Et ça, c'est une prouesse technique. De plus, je pense qu'ils ont fourni aussi la Mauritanie, donc ils savent parfaitement exporter et qu'ils sont parfaitement compétitifs. Pour en revenir un peu à la demande publique, tant qu'il n'y a pas une implication des donneurs d'ordre avec une certaine, un certain engagement national et laisser les textes de côté, je pense que nous aurons toujours ces problèmes. Vous avez bien vu M. Mraoui qui vous a dit oui, mais il y a bien sûr les textes, mais il y a aussi les cahiers de charges, et tant qu'il n'y aura pas les normes qui seront d'application, malheureusement, les cahiers de charges se baseront sur d'autres normes et de facto excluront les opérateurs nationaux. Mais il y a un autre point, et là je parle sous le contrôle de Sib Lemliah, c'est la garantie décennale qui n'est pas de facto, entre guillemets, garantie si le produit est importé. Alors ça, j'aimerais bien reposer la question à Sib Lemliah. Je me demande si les donneurs d'ordre ne sont pas en infraction vis-à-vis des textes de loi concernant ce volet-là. Bonne question. Voilà, ils mettent beaucoup, Monsieur le Président. Vous voyez, un échange magnifique qui se fait. Alors, il y a eu une très forte évolution ces dernières années concernant les normes. Donc aujourd'hui, Sembraoui a dit vrai, beaucoup de produits qui sont utilisés sur le marché marocain sont conformes, doivent être conformes à des normes marocaines. Et donc, tout le monde a participé justement sur le développement des normes. Pour la garantie décennale, je me pose la question. Je ne suis pas sûr qu'elle soit demandée pour les produits importés, puisqu'on le demande pour les produits marocains conformes à la norme. Donc, à mon sens, ce n'est pas une requête indispensable lors des appels d'offres, puisqu'il faut être conforme à la norme marocaine et assurer donc la disponibilité du produit. Donc, c'est une question qu'on pourra creuser avec les donneurs d'ordre qui sont les offices et les régies. Très bien. Merci pour cette précision. Vous êtes satisfait? Oui, super. Peut-être, Monsieur Maggiani, on essaie toujours de nous connecter. Apparemment, vous avez un petit problème de connexion, si je ne me trompe point. La régie me fait signe. Nous allons bientôt finir ce panel. J'aurais souhaité sincèrement votre intervention. Ah, magnifique. On vous voit en chair, enfin presque en chair et en os, oui. D'accord. Monsieur Maggiani, vous m'entendez? Walou? Il va le passer au téléphone. Il coule. Parle? Oui. Voilà, alors avant de tout, bonjour à tout le monde. Bonjour. Je voudrais remercier Monsieur le Président de la FMP, mon ami Nabil Souaf et tous les amis marocains. Je suis désolé pour l'inconvénient au niveau
technique, mais c'est toujours comme ça. Je disais qu'on avait fait des tests hier, on avait fait des tests ces matins et maintenant, je ne sais pas pourquoi on n'a pas la possibilité de déconnecter. Désolé, une autre fois. Je m'appelle Mario Maggiani, je crois qu'aucun de vous me connaît parce qu'il y a beaucoup de temps qu'on collabore avec la FMP. Je suis le directeur de Amaplast, une fois à Socomaplast. Amaplast, c'est l'association de fabricants de machines et moules pour le plastique et les caoutchoucs. Nous sommes, pour vous donner l'idée, le deuxième fabricant de machines au niveau européen après l'Allemagne. Avec les Allemands, on représente le 70% de fabricants de machines au niveau européen. Si on va au niveau d'export, nous sommes le troisième après les Allemands et les Chinoises. Et si on va faire un petit focus sur le marché marocain, le dernière année avec un export de 25 millions d'euros, on était le deuxième fournisseur après la Chine. Alors, je voudrais assez rapidement vous donner un petit peu la vision de fabricants des machines sur le marché mondial en fonction de la situation qu'on a vue dans la dernière année et demie. Je dois dire que heureusement, le fabricant des machines, ils ont été impactés par le Covid, mais pas trop. Si on parle de fabricants italiens, la dernière année, on a vu une production qui s'est réduite de 11%. À peu près le même pourcentage au niveau d'export. Si on va voir à niveau européen, on peut dire que la production il est décalée entre le 15 et le 20%. Je pense que si on va considérer ce qui s'est passé, c'est un bon résultat. Au niveau pas seulement de machines pour le plastique et le caoutchouc, mais au niveau des machines en général, on doit dire que 11% de contraction, c'est un bon résultat. On a vu des contractions dans des autres secteurs des machines, je pense les machines pour les textiles, les machines pour le bois, etc., entre le 15-20%. Maintenant, la situation est différente. On a repris notre activité. On a de bonnes perspectives sur les 2020 et 2021. Bien sûr, on a déjà entre les plus 15-20% des ordres dans les premiers 3 mois de cette année, si on fait la comparaison avec la même période de 2020. Mais je dois dire que si on parle au niveau des gros machines, de films soufflés, etc. Quand je parle avec les fabricants, ils me disent qu'il y a déjà des ordres pour les prochaines années. Ils sont déjà en train de travailler pour les prochaines années. De toute façon, je ne veux pas dire trop au niveau des numéros. Je crois qu'on doit focaliser notre attention sur les défis des prochaines années. Vous savez beaucoup mieux que moi quelle est la situation au niveau de plastique en matériel. On voit en Europe la directive SUP, la plastic tax italienne, la plastic tax européenne, etc. C'est toujours très, très difficile à travailler. Je crois qu'au niveau de transformateur, on doit un peu changer la mentalité. On doit commencer à penser, et on a toujours beaucoup parlé des 3 R, réduire, réutiliser et recycler les matériaux. Je crois de mon point de vue que ça, c'est l'avenir. Et je crois que les technologies, ils peuvent jouer un rôle très
très importante. Un rôle très important parce qu'aujourd'hui, les machines pour plastique sont des machines très performantes. On travaille beaucoup sur les machines à faible consommation. Si on va comparer les machines d'aujourd'hui avec les machines, je ne parle pas de 20 ou 30 années, mais simplement de 4, 5, 6 années, on a des réductions de consommation au niveau du 15-20 jusqu'au 30%. Les machines, ils peuvent travailler avec du matériel recyclé et en même temps avec des matériels biodégradables et compostables. On a fait des machines qui sont capables de réduire l'épaisseur, il veut dire utiliser moins de matériel dans la production. C'est clair, comme je disais, on doit changer un peu notre mentalité. Je parle de plastic design, de la conception de l'emballage. On doit changer notre conception de l'emballage. On doit penser, par exemple, au niveau d'utilisation d'un matériel et pas plus, parce que le problème, vous le savez, c'est recycler, par exemple, de films à 4, 5, 6, 7 coupes, parce que ça, ils sont plus difficiles à recycler et l'utilisation de le recyclage de ce matériel, c'est un peu plus difficile. Et en même temps, je dois dire que on doit changer le travail dans les usines, c'est-à-dire on va aujourd'hui vers la numérisation des installations. Et il veut dire partager des données et des expériences, il veut dire optimiser des process et de performance, il veut dire diminuer, comme j'ai déjà dit, la consommation d'énergie, il veut dire réduire le temps d'arrêt. Tout ça nous permet de baisser, par exemple, les pannes sur les machines et réduire aussi le frais de maintenance. Alors, c'est nécessaire d'avoir la connexion entre toutes les machines et tout l'équipement, avoir des connexions avec les softwares de l'usine. Le next step, c'est de mon point de vue ce qu'en anglais s'appelle la servitization. En français, je ne sais pas s'il est correct, la traduction, c'est la servification, c'est-à-dire l'intégration produit-service. Ce que je vis aujourd'hui, c'est la personnalisation de produits ou de services. Je veux dire, on ne va plus à vendre une machine, on va à vendre un service. On va vendre un service. La philosophie, c'est un peu la philosophie des pay-per-use, c'est-à-dire vous allez payer pour ce que vous utilisez. On a démarré en particulier dans les derniers années et demie, au début de la pandémie, le démarrage et l'assistance technique à distance qui nous garantit une rapidité d'intervention qu'on n'avait pas dans le passé. On a démarré beaucoup la réalité virtuelle et la réalité augmentée parce qu'ils vont faciliter l'intervention sur la machine et on a développé beaucoup l'analyse préventive et l'analyse prédictive. Ça, c'est très important parce que il va réduire tous les coûts de production. Et aussi faire de la simulation de produits et des processus, parce que ça va optimiser
tous les nouveaux projets de production. Alors, je suis allé un peu rapidement, mais je sais que vous êtes pressés. J'espère d'avoir vous donné un peu le cadre général au niveau des machines, en ce qui se va passer en Italie, mais je dirais en Europe, en tout le monde aujourd'hui. Merci Mario Maggiani de votre contribution. Alors une question, est-ce que je pourrais poser une question à Monsieur Mario? Je ne sais pas si... Vous m'entendez, Mario? Oui. Alors je suis Hicham El Haïd, le président de la fédération. Quand vous parlez de machine service, est-ce que vous faites allusion au hall-to-hall? Ah, je n'ai pas entendu, pardon. La machine service. Oui. Est-ce que vous faites allusion au hall-to-hall? C'est-à-dire que le plasturgiste place généralement sa machine chez le client et il lui vend finalement in situ le produit qui est généralement de l'emballage. À 9 fois sur 10, c'est de l'emballage. Ou est-ce que c'est un autre concept? Je n'entends pas trop bien. Je suis désolé, je n'ai pas compris la question. Vous avez parlé de machine et service avec la machine, c'est bien ça? Oui, j'ai parlé de machines et de services. Oui, est-ce que vous pouvez nous donner un exemple concret? Bien sûr, parce qu'il va changer un petit peu la philosophie. Oui, est-ce que vous pouvez nous donner, est-ce que c'est le même esprit que le Tetra Pak? C'est-à-dire, on vous installe la machine et on vous vend à l'unité le produit, ou c'est un autre concept, c'est une autre idée? Oui. Alors, la philosophie, c'est un peu ça. C'est-à-dire, c'est la philosophie d'installer une machine, d'avoir une connexion toujours entre la machine qui est en service chez le transformateur et en connexion tous les jours avec le centre service du fabricant. Parce que ça permet de faire des contrôles, avant de tout des contrôles chaque minute sur la machine, de contrôler s'il y a des problèmes et au niveau général, si on peut faire des analyses à niveau préventif et prédictif, c'est-à-dire tenir en contrôle la qualité de production. Mais de l'autre côté, ça permet de collecter des dates et des informations chez vous, chez tous les transformateurs de tout le monde. Ils permettent de faire des analyses à niveau général pour aller améliorer la production et la qualité de service. Ça, c'est très important parce que plus sont les infos qu'on est capable, comme fabricant de machines, de collecter, plus nous, on peut aider le transformateur dans la gestion de la machine. Et à la fin, ça, c'est pas facile, il va prendre du temps. On peut penser pas d'acheter les machines, mais de faire des agréments, c'est-à-dire payer les machines en fonction du service que la machine offre. En fait, c'est du service en amont. Moi, je vous parlais du service en aval. Mais bon, voilà. Ça rejoint un peu le... Bien. D'autres choses, Président, que vous souhaitez rajouter? Non, moi, personnellement, je n'ai pas d'autres questions. Merci. Mais je ne sais pas si l'assistance... Merci.